Depuis des décennies, des groupes de réflexion et dirigeants occidentaux alertent sur les intentions de la Russie d'envahir les États baltes, Lituanie, Lettonie et Estonie. Cette menace précise a été le principal motif qui a poussé les trois États à rejoindre l'OTAN en mars 2004. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et le soutien constant des trois États à l'Ukraine pendant le conflit n'ont fait qu'accentuer ces craintes. Par conséquent, les trois nations et les membres de l'OTAN ont pris diverses mesures pour prévenir ou contrer une telle invasion. Mais ils ne se contentent pas de l'étendue de cette protection. La Lituanie a annoncé ses mesures défensives les plus concrètes et complètes à ce jour. Une ceinture défensive de 30 miles longe ses frontières avec la Russie et la Biélorussie, alliés de la Russie. Analysons leur plan de défense et leur importance. Les États baltes sont en alerte face à une possible invasion russe, car, hors la Finlande, ce sont les seuls membres de l'OTAN à partager une frontière avec la Russie. La frontière de l'Estonie fait environ 320 km de long, bien qu'environ 2/5 de celle-ci soit délimitée par des lacs, et non par la terre ferme. La Lettonie a une frontière de 295 km avec la Russie, et de 170 km avec la Biélorussie. La Lituanie partage une frontière de 680 km avec la Biélorussie, et une autre d'environ 270 km avec l'enclave russe de Kaliningrad, située entre elle et la Pologne. Il faut noter que Vilnius, capitale de la Lituanie, est à 34 km de la frontière biélorusse, sur le E28. Cela en fait une cible facile en cas d'invasion russe. Selon le plan lituanien présenté par la ministre Dovile Sakaliena en août 2025, la capitale sera entourée d'une ceinture défensive de 48 km. Dans certains cercles, le projet de construction d'une telle ligne défensive a été critiqué comme une version du XXIe siècle de la ligne Maginot, vouée à l'échec. Cependant, la comparaison n'est pas tout à fait juste. La ligne Maginot était un ensemble de fortifications, obstacles et installations d'armes, construits par la France entre 1929 et 1938 le long de la frontière avec l'Allemagne pour dissuader une invasion nazie. Elle s'étendait de la Suisse au Luxembourg sur 450 km et était conçue pour résister à la plupart des attaques, dont les bombardements aériens et tirs de chars. Les fortifications étaient construites avec du béton épais et d'énormes quantités d'acier comportant de vastes passages souterrains, des quartiers de vie climatisés, des espaces de loisirs, des entrepôts de ravitaillement et un réseau interne de chemins de fer à voies étroites pour réapprovisionner les forteresses. Les planificateurs militaires français pensaient que la ligne Maginot dissuaderait l'agression allemande en ralentissant une force d'invasion suffisamment longtemps pour permettre à l'armée française de se mobiliser et de contre-attaquer, assurant ainsi une défense plus efficace. La ligne, organisée en défense en profondeur, avait des postes avancés pour alerter et ralentir l'ennemi avant de rejoindre les fortifications principales. Cependant, malgré sa conception avancée et ses défenses redoutables, la ligne Maginot n'a finalement pas réussi à empêcher l'invasion allemande de la France. En 1940, les forces allemandes l'ont contournée en envahissant par la forêt des Ardennes en Belgique. Une zone jugée infranchissable par les Français pour de grandes armées à cause de son terrain dense et peu de routes. La manœuvre Vollgelb, ou casse jaune, a permis aux Allemands d'encercler les armées françaises et alliées. Cela a entraîné la capture de plus de 50 000 prisonniers et la chute de la France. L'échec de la ligne venait du fait qu'elle n'allait pas jusqu'à la frontière belge, non d'un manque de solidité. La stratégie française n'avait pas prévu une attaque allemande par la Belgique non fortifiée. La Lituanie voulait éviter cette erreur. Les plans pour la ligne de défense lituanienne couvrent toute la frontière, de la Lettonie au nord-est à la frontière biélorusse-polonaise au sud, incluant celle avec Kaliningrad. Seule la frontière de 65 miles avec la Pologne, sur les flancs est et sud de la Lituanie, échappe à cette ligne défensive. Le couloir de Savolki. Ériger une vaste ceinture défensive à plusieurs niveaux pour bloquer l'axe principal entre la Lituanie, les États baltes et l'OTAN serait au minimum contre-productif. Le couloir de Savolki étant solidement défendu par l'OTAN, aucune faille exploitable par les Russes ne subsiste, contrairement à la ligne Maginot. De plus, la guerre en Ukraine a prouvé l'efficacité des ceintures défensives et à plusieurs couches sur le champ de bataille moderne. La ceinture défensive lituanienne s'inspire largement des succès ukrainiens contre les offensives russes grâce à des lignes similaires. Les ceintures défensives de l'Ukraine ont été très efficaces pour forcer les Russes à Volhyko à avancer à un rythme d'escargot et avec de lourdes pertes. Cependant, ces défenses ont elles-mêmes été largement inspirées de la ceinture défensive de la Russie dans le sud-est de l'Ukraine, en 2023, que l'Ukraine n'a finalement pas réussi à percer. La ligne défensive, appelée ligne Sorovikine, porte le nom du général russe Sergueï Sorovikine, dit général Armageddon, qui en a ordonné la construction.
Il a dirigé le groupe sud des forces russes lors de l'invasion de l'Ukraine, puis commandé toutes les forces russes en Ukraine d'octobre 2022 à septembre 2023. À la suite de la tentative de coup d'état raté du groupe Wagner, compagnie militaire privée en juin 2023, Sorovikin a été relevé de ses fonctions et des rumeurs circulaient selon lesquelles il serait impliqué dans des opérations russes et ou du groupe Wagner en Afrique. Mais ces défenses ont sans doute changé la dynamique de la guerre fin 2022 et début 2023. Les Ukrainiens avaient repoussé les Russes de Kharkiv et du Donbass et rassemblé une grande force dans le sud-est, équipée d'armes de l'OTAN, dont les chars Abrams et véhicules blindés Bradley. Cette force voulait reprendre Zaporijia et Kherson occupés par les Russes et avancer jusqu'en Crimée. Mais elle s'est heurtée de plein fouet à un mur de briques sur la ligne Sorovikin, ce qui a provoqué l'échec de la contre-offensive, avec des pertes importantes en hommes et en matériel. De plus, l'incursion de l'Ukraine dans la région de Koursk en Russie a également été repoussée. Après 8 mois, la ligne de front a commencé à reculer régulièrement vers l'ouest. La ligne Sorovikin, encore active, s'étend sur environ 130 km de Vassilivka, oblast de Zaporijia, à Volnovakha, oblast de Donetsk. Elle comporte 3 couches d'obstacles et de positions de combat, précédées de champs de mines, que les Ukrainiens devaient franchir avant la première ligne. La première véritable couche est un fossé anti-char conçu pour empêcher les chars, l'infanterie, les véhicules de combat et autres blindés lourds d'avancer. La seconde couche est une rangée de dents de dragon en béton pour stopper les véhicules. La troisième couche se compose de tranchées occupées par des soldats russes qui peuvent observer les fossés et les dents de dragon depuis leur position de combat. Entre chaque couche, il y a des champs de mines supplémentaires, et partout où cela est possible, la troisième couche. Les positions de combat sont construites en hauteur pour améliorer la connaissance du champ de bataille et accroître l'efficacité des mesures de contre-offensive comme les frappes d'artillerie. La stratégie a fonctionné, les forces ukrainiennes n'ayant réussi qu'à percer temporairement des brèches à travers les champs de mines et dans la première ligne de défense, dans quelques villages avant d'être repoussée. La ligne Sorovikin a réussi là où la ligne Maginot a échoué. À la suite de l'échec de la contre-offensive de Zaporijia, l'Ukraine est passée à une stratégie qu'elle a appelée défense active, renforçant ses fortifications défensives déjà substantielles, avec une sorte de ligne Sorovikin à elle. Début 2024, des rangées de tranchées fraîchement creusées, de béton, de dents de dragon et de centres de commandement souterrains ont surgi le long des segments clés des plus de 1000 km de la ligne de front. En particulier, les préparatifs défensifs ont été renforcés autour des villes de Donetsk, Liman et Avdiivka, ainsi qu'en face de Kupiansk dans la région voisine de Kharkiv. La construction de fortifications selon le même système à 3 couches de tranchées, pièges à chars et points d'appui avec champs de mines a aussi été ordonnée. Le long des frontières avec la Russie et la Biélorussie, jusqu'à la frontière polonaise, plus en profondeur dans le territoire contrôlé par l'Ukraine. Un véritable labyrinthe de positions de repli a également été construit, composé de réseaux de tranchées et de nouveaux centres de commandement enterrés. Pokrovsk, que la Russie essaie en vain de prendre depuis la plupart de 2025, est protégé par un double réseau de tranchées encerclant la ville. L'Ukraine a installé plusieurs fortifications proches autour de villes clés comme Pokrovsk et Liman. Selon Clément Mollan, cofondateur d'Atum Mundi, chaque fort peut se défendre dans toutes les directions. Il faut tous les prendre pour avancer. La Russie a finalement pris Avdiivka ainsi que les villes fortifiées de Bakhmut et Toretsk, mais à un coût très élevé. Cependant, dans d'autres secteurs du front, les lignes ukrainiennes ont opposé une résistance infranchissable. En région de Soumy, la Russie a voulu établir une zone tampon à sa frontière pour stopper les attaques de drones ukrainiens. Une nouvelle incursion, similaire à celle de Koursk, a été arrêtée dès la première ligne de défense ukrainienne. Les enseignements des lignes Sorovikin russes et ukrainiennes ont été clairement intégrés dans les plans de défense lituaniens. Des stratégies similaires existent aussi en Estonie, Lettonie et Pologne. En janvier 2024, les 3 États baltes ont adopté d'importantes mesures de défense, dont la ligne de défense balte. La ligne, comprenant des centaines de bunkers et autres défenses, est en construction sur leurs 1600 km de frontières avec la Russie et la Biélorussie. Ils cherchent à attirer les forces russes dans une position favorable aux défenseurs. L'Estonie prévoit de bâtir 600 bunkers pour 65 millions de dollars à sa frontière avec la Russie. Hanno Pevkor, ministre de la Défense estonien, a annoncé que la défense comprendra des bunkers, des points d'appui et des lignes de distribution en temps de paix. En cas d'hostilité, les réserves locales déploieront mines, fossés anti-chars, barbelés et dents de dragon. Un schéma de bunker prototype publié par le ministère de la Défense estonien l'illustre. Les structures oblongues s'insèrent dans une tranchée en T, leurs entrées protégées par des terrassements. En mai 2024, la Lettonie a lancé la construction de sa section de la ligne de défense balte, avec des obstacles anti-mobilité,
tels que dents de dragon, blocs Lego et hérissons métalliques. Ces obstacles, stockés près de la frontière, sont placés stratégiquement par les forces armées nationales. En août 2024, la première phase de la ligne en Latgale, Lettonie, avançait avec le transport et la pose d'obstacles en béton pyramidaux. En mai 2024, la Pologne a annoncé la modernisation de ses défenses à la frontière avec la Biélorussie et Kaliningrad, appelée bouclier de l'Est. Le plan vise à renforcer la surveillance anti-drones et les défenses militaires au sol grâce à un système de fortifications et de barrières tout au long des quelques 430 miles de frontières. Prévu pour 2028, le réseau de fortifications coûtera environ 25 milliards de dollars. Dans le but de protéger le territoire de la Pologne et de freiner la mobilité des troupes de nos adversaires, tout en facilitant cette mobilité pour nos propres troupes et en protégeant les civils, selon le ministre de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, la Lituanie nous a maintenant donné les détails les plus concrets à ce jour concernant ses plans pour sa ligne défensive. À l'été 2024, la Lituanie a installé 27 parcs d'équipements d'ingénierie, contenant des outils de contre-mobilité comme des fils barbelés rasoirs et des blocs de béton. Des dents de dragon et des barrières anti-chars, appelées hérissons, sont des structures métalliques, croisées rappelant des choses trappes, comme la ligne Surovikin. Ces stocks serviront à bâtir un anneau de fortification à 3 couches, sur 30 miles, dont le principal objectif est de ralentir toute invasion russe, et de les forcer à se diriger vers des zones où il est plus facile de résister. Le premier échelon, sur 3 miles de profondeur, débutera par un fossé anti-char près de la clôture, suivi d'un talus, des dents de dragon, des champs de mines, puis 2 lignes d'appui pour l'infanterie défensive. Sakhalin a déjà précisé que cette première couche comprendrait sans doute des mines antipersonnelles. La Lituanie et d'autres membres de l'OTAN sur le flanc ont récemment quitté la Convention d'Ottawa interdisant ces armes. La Lituanie a aussi commandé pour 117 millions de dollars de mines anti-chars, portant l'achat total à 85 000 mines pour 583 millions de dollars. À l'arrière, des ponts seront préparés pour la démolition et d'autres positions d'infanterie établies au 2e et 3e échelon. Il y a également un plan pour abattre des arbres le long des routes menant aux villes, vraisemblablement, afin de faciliter l'obstruction et la destruction de tout blindé russe envahisseur. Le 2e échelon commence à environ 20 km de la frontière, et le 3e à environ 50 km de la frontière. Pour renforcer ses défenses, la Lituanie a aussi reconstitué son stock d'obus de 155 mm. Elle a commandé 44 chars de combat Léopard 2A8 ultra-modernes à l'Allemagne et a reçu pour 7 millions de dollars de missiles anti-chars Spike longue portée, 2 fabriqués en Israël. La Lituanie est l'un des rares membres de l'OTAN à consacrer 5% de son produit intérieur brut à la défense, ce qui a été convenu entre les membres en 2025 et devrait entrer en vigueur en 2035. Elle consacre déjà environ 55% de son produit intérieur brut à moderniser son armée, dont la construction de cette nouvelle ligne défensive. Cependant, tout comme l'Ukraine, le plus grand problème de la Lituanie pourrait être de rassembler suffisamment de main-d'œuvre pour exploiter efficacement ses formidables défenses. La Lituanie peut aligner environ 23 000 soldats professionnels et 104 000 réservistes supplémentaires. Les armées estoniennes et lettones sont encore plus petites. L'Estonie a 7 500 militaires actifs et 41 000 réservistes. La Lettonie 8 500 actifs et 16 000 réservistes. En Biélorussie, près de la frontière, se trouvent 65 000 soldats, 350 000 réservistes et 2 à 10 000 soldats russes. On ignore le nombre exact de soldats russes à Kaliningrad avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Environ 25 000 soldats y étaient stationnés, mais après les redéploiements pendant la guerre, il n'était plus que 6 000. On estime que la Russie a plusieurs dizaines d'armes nucléaires tactiques à Kaliningrad et en Biélorussie. En août 2025, Vladimir Poutine a annoncé le déploiement des missiles hypersoniques Oreshnik en Biélorussie. Sans un renforcement important des forces des partenaires de l'OTAN, la Russie et la Biélorussie gardent un net avantage en effectifs et armement sur les États baltes. C'est une autre raison pour laquelle la mise en place de la ligne de défense balte a tellement de sens. Les simulations de guerre montrent qu'en cas d'invasion russe des États baltes, l'issue dépendrait de la rapidité d'arrivée des renforts de l'OTAN. L'OTAN devrait probablement neutraliser les systèmes d'accès et de déni de zones aériens, maritimes et terrestres de la Russie à Kaliningrad et du côté biélorusse de la frontière, et assurer un passage sécurisé pour les renforts à travers le corridor de Savolki. Cela prendra du temps, chaque jour supplémentaire augmentant la probabilité d'une invasion russe réussie. La ligne de défense balte freinera la Russie dans sa percée des États baltes, offrant ainsi du temps pour l'arrivée des renforts.
Elle vise aussi à diriger les forces d'invasion vers des positions défavorables, facilitant leur encerclement et destruction par l'OTAN. Ces systèmes défensifs s'inspirent en partie des Russes et reflètent la tactique soviétique de défense élastique. Utilisée d'abord à la bataille de Koursk en 1943, puis de plus en plus durant l'offensive russe de 2024-2025 à Donetsk. L'objectif est de laisser les forces adverses percer vos lignes dans des zones précises. Mais les zones de percée sont en fait défavorables. Lorsque l'ennemi est à l'intérieur, les flancs se referment, piégeant et détruisant les forces ennemies. Les frontières des États baltes, avec la Biélorussie et la Russie, présentent des terrains plats, boisés et marécageux, incluant rivières, lacs et marais. Cela en fait un lieu idéal pour une défense élastique avec des défenses en anneaux multiples. Les zones à défendre fortement, et celles dans lesquelles l'OTAN essaierait, plus ou moins, de forcer les Russes à se retrouver. Mais la Lituanie aura tout de même besoin de suffisamment de main-d'œuvre pour faire fonctionner ses défenses efficacement. L'annonce en mai du déploiement permanent par l'Allemagne d'une brigade entière en Lituanie sera un grand atout. Des soldats américains et un avant-poste de 500 Allemands sont déjà présents dans le pays. D'ici 2027, l'objectif est de déployer en permanence environ 5000 soldats allemands, expérimentés de la 45e brigade blindée. La Lituanie renforce aussi la préparation de ses forces. Du 11 au 22 août, elle a organisé les exercices tactiques Loup féroce, 2025 près de la frontière biélorusse. L'entraînement, avec 350 soldats et 50 équipements, incluait des tirs réels et des opérations défensives en zones habitées, utilisant des véhicules d'infanterie Vilka et d'autres équipements du bataillon. En arrière-plan, la ligne défensive est déjà bien avancée. Le ministère lituanien de la Défense prévoit un projet de défense des frontières sur 10 ans en 2 phases. D'ici 2028, l'objectif est de développer des mesures pour stopper la Russie. Le ministère a précisé qu'à partir de 2029 débutera la modernisation et le développement du système d'entretien à long terme. De nombreux dirigeants politiques et militaires de l'OTAN ont suggéré 2029 ou 2030 comme date probable pour une invasion russe. Si c'est vrai, les 3 lignes de défense de la Lituanie seront prêtes. Espérons que l'invasion de la Russie échouera comme la contre-offensive ukrainienne contre la ligne Sorovikine. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de l'histoire en coulisses. Merci, comme toujours, de nous regarder.